Peranco pollue à Mwanda, c'est la conclusion d'une commission d'enquête sénatoriale. La CENI tient à clarifier son parcours jusqu'aux prochaines échéances électorales. Elle a organisé un atelier avec les partis politiques à ces sujets au Palais du Peuple. Antena, le journal Mami Tambou. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous retrouver pour suivre l'essentiel de l'actualité. Les membres de la société civile du Nord et Sud qui ont profité de leur séjour à Kinshasa pour échanger avec la presse sur la situation sécuritaire dans leur province. Ils ont aussi profité de l'occasion pour féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo pour leur victoire sur le M23. La rencontre a eu lieu ce vendredi dans la salle de Cabina Center à Lingwala. Patrick Borel-Mukindi et Anne-Marie Ossite ont couvert ce reportage. La fin des hostilités entre le FARDC et l'M23 dans la partie est de la RDC et la position de la société civile du Nord et Sud Kivu face au pourparlers des Kampala, ce sont là les deux sujets qui ont fait l'objet de cette conférence de presse des deux éminents membres de la société civile du Nord et Sud Kivu, à savoir Thomas Dakemouiti et Omar Kavota. Le vice-président de la SCND, Omar Kavota, a déclaré que la RDC ne doit pas rechercher la paix à travers les schémas ou l'approche définie par ses agresseurs. L'Ouganda et le Rwanda définissent la paix. Elle ne sera pas pour nous une paix. Nous vous avons retracé. Ce n'est pas qu'en revenant sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans la partie territoire de Beni et le district de l'Ituri, il n'y a pas de problème dans d'autres territoires. Pour Thomas Dakemouiti, président de la SCND, le mouvement du 23 mars n'existe plus. Il s'est autodissous. Roger Lumbala n'était que des marionnettes. Et cette guerre-là n'était pas une guerre comme les autres. Je vous ai dit que le M23 n'existe pas. Au regard des informations en sa possession, la société civile des deux Kivu reste convaincue que les Rwandais et l'Ouganda ne laisseront pas la RDC savourer et célébrer la victoire de ses forces de sécurité et de défense face à la rébellion du M23. Attendons voir. On ne quitte pas encore la situation sécuritaire. Sachez que les États-Unis d'Amérique ont joué un grand rôle diplomatique dans le succès militaire de FARDC face au M23. C'est ce qu'a fait savoir James Swan, nouvel ambassadeur américain auprès de la République démocratique du Congo. C'était hier dans la soirée au cours d'une rencontre de prise de contact avec les journalistes dans sa résidence à Gombe. Parmi eux, Patricia Mouli et Douzaine Belebele. Le M23 vaincu par les FARDC et cette victoire a été aussi occasionnée par les États-Unis qui ont joué un rôle diplomatique et continuent à le faire au pourparlers de Kampala qu'ils espèrent s'achever bientôt. Ce sont les dires du nouvel ambassadeur américain auprès de la République démocratique du Congo, James Swan. Conclure les pourparlers de Kampala serait nécessaire pour qu'on passe à des choses plus importantes et plus profondes. Évidemment, maintenant, c'est plutôt une décision de la part du gouvernement congolais. Mais si je comprends bien ce qui s'est passé, le M23 a déclaré la renonciation à la rébellion. Le gouvernement congolais a pris acte de cette déclaration. Il s'est envisagé qu'il passe ensuite à résoudre les problèmes qui restent avec le M23. Pour nous, Kampala n'était jamais l'enjeu principal. Il y a d'autres problèmes, d'autres racines des conflits des Grands Lacs. Le successeur de James Antwilst compte, à travers son pays, renforcer la paix et la sécurité, la gouvernance, les institutions, ainsi que la croissance économique et le développement en RDC. C'est près de 10 ans depuis que James Swan est de retour en République démocratique du Congo. Elles ont parlé et surtout multiplié les marches à travers la République démocratique du Congo pour réclamer la paix, la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision. Mais une question revient, qu'est-ce que toutes ces femmes ont pu obtenir de toutes ces initiatives? Tentative de réponse avec Eric Izami et Blesonda. Plus qu'un fait de guerre commis par les personnes en uniforme, les violences sexuelles sont aujourd'hui en RDC un phénomène social.
En effet, les statistiques de 2010, 2011 et 2012 indiquent que la ville de Kinshasa et le Kasaï occidental ont connu plus de cas de violences sexuelles que la province orientale. Par ailleurs, le récent rapport du ministère du Genre donne 11 278 cas de violences basées sur le genre en 2011, 18 076 en 2012 et répartis sur l'ensemble du pays. Pour le seul premier semestre 2013, plus de 7 000 cas. Et il faut dire que ces statistiques ne sont pas exhaustives parce que tout le rapport ne donne pas des statistiques sur l'ensemble du territoire national. C'est eu égard à cette situation et pour appuyer les efforts du gouvernement congolais que le projet de prévention et de réponse aux violences sexuelles basées sur le genre faites aux femmes, aux hommes, aux adolescents et aux enfants a été initié grâce au financement de la Banque mondiale à travers le projet PARS. Dans le cadre du projet de réhabilitation du secteur de la santé PARS, la Banque mondiale va soutenir directement les actions du gouvernement et d'autres partenaires dans la promotion de l'égalité du genre. La Banque mondiale s'engage à la prévention des violences basées sur le genre et à la prise en charge des victimes de violences sexuelles dans 5 provinces, 10 districts sanitaires couvrant une population d'à peu près 12 millions d'habitants. Ce projet se propose de renforcer les capacités du gouvernement à tous les niveaux ainsi que celles des partenaires pour mieux prévenir et répondre aux violences sexuelles basées sur le genre et assurer la collecte des données dans les zones de santé appuyées par le projet PARS sur financement de la Banque mondiale, c'est-à-dire à Kinshasa, à l'Équateur, au Katanga, au Maniema et au Bandundu. Pour le représentant résident de l'UNFPA, ce projet de 8 mois, qui se termine au mois de mai 2014, tombe à pic. Vous avez plutôt suivi le lancement du projet de prévention et de réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre. Vous le savez vous-même que l'un des combats de la femme, c'est aussi la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. J'en viens maintenant à ce que je disais. Elles ont parlé et surtout multiplié les marches à travers la République démocratique du Congo pour réclamer la paix, la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision. Mais une question revient, qu'est-ce que ces femmes ont pu obtenir de toutes ces initiatives, tentatives de réponse avec Eric Izami Blessonda. Je crois qu'on va... La récupération de plusieurs villes RD congolaises par le FARDC dans l'est du pays n'ont pas laissé indifférent le patriote résistant Mai Mai, parti de l'ancien ministre Kaliba. Par les truchements de son secrétaire général, il a indiqué que le revers subi par le M23 n'est pas une surprise, il fallait s'y attendre. Chaque fois qu'il promet, il réalise. Et lorsque il a dit dans son discours qu'il va utiliser tous les moyens possibles, diplomatiques, militaires, politiques, pour mettre fin à la guerre à l'Est, nous, en tant que patriotes résistants Mai Mai, directement nous avions fait foi et nous avions cru que cela va se réaliser. Les éléments du M23 ont certes perdu la guerre à l'est de la RDC, mais les tireurs de ficelles, eux, n'ont peut-être pas encore désarmé. Le patriote Mai Mai estime donc que les Congolais doivent ouvrir l'œil et le bon pour contrecarrer le prochain assaut de vrais agresseurs du Congo. Nos machines sont allées vite en besogne. Vous avez plutôt suivi les patriotes résistants Mai Mai PRM qui ont joint leur voix à celle d'autres Congolais de la communauté internationale pour saluer le retour de la paix dans les zones occupées par l'ex-rébellion. Si la régie est en accord avec nous ici sur le plateau, nous allons à présent vous diffuser la réflexion faite par Eric Izami sur les initiatives prises par les femmes en organisant les marches et les marches à travers la République démocratique du Congo. Je crois que vous aurez cet élément au cours de nos prochaines éditions. L'actualité, c'est également la décentralisation qui a été encore confirmée comme mode de gestion de la RDC par un séminaire atelier clôturé ce vendredi à Kinshasa. Cet atelier a validé la feuille de route de la décentralisation. Eric Izami Blessonda.
Elle a été choisie comme le mode de gestion de la République démocratique du Congo. La décentralisation était encore au cœur du débat de 72 heures où la feuille de route 2013-2014 des secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que le développement rural a été validée. Les participants venus du Congo profond ont davantage mûri les stratégies afin de développer au profit des populations l'accès aux services sociaux de base, l'eau, l'électricité, l'école et l'hôpital. Nous avons été réconfortés par la présence des deux gouverneurs de province, le Sud-Kivu et le Maniema, durant le déroulement des travaux, comme signe fort de leur implication dans la réussite du processus de la décentralisation en province et dans les ETD. Le gouvernement central, par devers le vice-ministre de l'Intérieur, a rassuré du soutien sans faille pour la réussite de ce processus en RDC. La réussite de cet événement est due aux efforts conjoints et conjugués déployés par le comité organisateur et par tous les participants venus de tous les horizons du territoire national. Cet atelier a également posé les jalons pour la matérialisation progressive du transfert des compétences et des ressources aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. On retrouve encore Eric Izami, Blaise Lunda et Sylvie Fortuné Mboula qui nous parlent du processus électoral en RDC de 2013 jusqu'en 2016. C'est autour de ce thème que le bureau de la CENI a échangé ce vendredi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple avec les partis politiques. L'initiative du bureau dirigée par l'abbé Apollinaire Malou a été saluée par les acteurs politiques de tous bords. Les concertations nationales sont passées. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI en a fait son approche diversifiée. Pour chaque pan de la population, un cadre de concertation donné. C'est ainsi qu'après le confession religieuse, la société civile et les autorités traditionnelles, la CENI a échangé avec le représentant des partis politiques. Dans ces partages voulus continuels, les questions spécifiques seront traitées au fur et à mesure que l'on avance dans ces processus électoraux 2013-2016. Les partis politiques sur le projet de feuille de route du processus électoral, notamment feuille de route du cycle électoral 2013-2016. Ce projet a été élaboré par la CENI, parce que ce sont ses prérogatives, mais comme vous le savez, il est important que l'organe de gestion électorale puisse consulter les parties prenantes au processus électoral. Cette consultation ne concerne pas uniquement les partis politiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette consultation concerne aussi les institutions de la République. Et ça concerne aussi, évidemment, la société civile dans ses diverses composantes. Nous avons eu à lancer les différents cadres de concertation. Celui-ci, il est important parce qu'il rassemble les acteurs majeurs de la compétition électorale. Alors que les autres... Ainsi que les délégués aux concertations nationales l'avaient souhaité, les élections prochaines partiront des scrutins local, municipal, urbain pour en arriver au provincial, sénatorial, ainsi de suite. À la Chambre basse du Parlement, les élus députés nationaux ont débuté l'examen en plénière de la loi portant sur le régime général des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Bien avant, le président de cette chambre législative, Aubin Minakou, a reçu l'ambassadeur belge dans la région de Grand Lac. La suite en images. L'ambassadeur Franck Deconnick, représentant du Royaume de Belgique dans la sous-région de Grand Lac, a été reçu vendredi matin par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Les deux personnalités ont parlé entre autres de la mise en application de l'accord cadre de paix signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. Franck Deconnick a évoqué l'implication de la Belgique dans la solution pour la pacification de l'Est de la RDC. Les diplomates belges en ont profité pour annoncer l'arrivée prochaine à Kinshasa du ministre belge de la Défense pour envisager la formation des militaires des FARDC en Belgique.
prendre note du sommet CIRGL SADC. Et le ministre m'a aussi demandé de passer à Kinshasa pour avoir un certain nombre de contacts. Avec le président de l'Assemblée, nous avons eu un long entretien sur effectivement la situation qui résulte un peu des derniers développements dans l'est du pays. Nous avons pris note que les FARDC ont pu recontrôler le territoire qui avait été contrôlé jusqu'à présent par le M23 et la Belgique se réjouit de ce développement, ce qui a été dit d'ailleurs par communiqué à partir de Bruxelles. C'est un peu à ces sujets-là que nous avons discuté avec le président de la République. Puis finalement, nous avons aussi discuté des engagements que le Congo a pris et a souscrit dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et l'Assemblée nationale a entamé vendredi 8 novembre 2013 l'examen de la loi portant sur le régime général des hydrocarbures en RDC. Un sujet éminemment important au regard de toutes les préoccupations que peuvent être soulevées avec l'exploitation du pétrole en RDC. Je le dis en ouverture que Perenco pollue et appauvrit le Bas-Congo. C'est la conclusion à laquelle est arrivée une commission d'enquête sénatoriale. La commission Moussendou a rendu son rapport ce vendredi en plénière. Les détails avec Eric Izami et Blessonda. Image à l'appui, la commission d'enquête du Sénat a prouvé que Perenco, qui déjà exploite le pétrole dans le territoire de Mwanda dans le Bas-Congo, tue à petit feu à la fois l'environnement et pire, la population qui aujourd'hui fait face à un taux très élevé de maladies respiratoires et des yeux. Le Congo pour l'exploitation d'opportunités d'investissement en présence fournissent des garanties quant à l'impact social et environnemental de ces activités. C'est vraiment même une question préjudicielle, monsieur le président. La République démocratique du Congo ne doit pas devenir un véritable dépotoir comme d'autres pays l'ont été. Vous rappelez que certaines entreprises occidentales, certaines multinationales, ont fui les coûts de production dans les pays d'origine, ont fui les normes extrêmement exigeantes en matière d'environnement pour fuir dans le pays considéré comme dépotoir. L'enquête a été menée selon les normes internationales. Un élu député national de Mwanda confirme que l'État doit agir vite pour le bien de la population car Perenco rejette en bloc les résultats de toute enquête menée par les Congolais. La réponse de Perenco qui doute un peu de la véracité de ces rapports, qui demande une contre-enquête, mais qu'à cela ne tienne, c'est la première fois que nous suivons solennellement ce qui est nous, la communauté autochtone de Mwanda, vivons sur terrain. Je soutiens et puis je reste à ma fin en attendant que le soutien de l'État s'exerce par rapport aux recommandations. Même si Perenco contribue à 7%, soit 450 millions de dollars américains l'an, dans le budget national, cette entreprise devrait être soumise à la loi en vigueur en RDC. Elle ne doit pas se comporter comme un tyran dans un territoire conquis où tout lui serait permis au détriment de la vie des Congolais. J'ajoute que le Sénat a également validé à nouveau le mandat de Jacques Joly, autrefois appelé au poste du vice-président de la CENI. Il redevient au nom de l'article 110 de la Constitution, sénateur pour le compte de la Chouapa. En bref, les communautés israélites et chrétiennes de la RDC veulent joindre leurs efforts pour l'amélioration des conditions de vie de Congolais. C'est ce qui sort de la conférence axée sur la lutte contre la pauvreté organisée ce jeudi à l'hôtel Memling par l'ONG Les SAID. L'orateur du jour, l'économiste Eric Moulumba, a profité de l'occasion pour présenter son ouvrage sur l'apport de multinationales dans la réduction de la pauvreté. Alain Kioka y reviendra certainement demain avec force détails. En culture, lancée depuis 6 novembre, la première fête du livre poursuit son bonhomme de chemin. Il y est prévu des échanges entre écrivains et lecteurs, des expositions ainsi qu'une table ronde. José Moussangana et Pépito Matondo nous éclairent. Après son lancement au Centre Wallonie-Bruxelles, la première fête du livre de Kinshasa poursuit son bonhomme de chemin. Il y est prévu des échanges entre écrivains et lecteurs, des expositions, une table ronde et de la musique.
Malgré les exploits réalisés par ses partenaires, la République démocratique du Congo n'a pas toujours mis sur pied une politique nationale du livre, alors que ce projet se trouve déjà à l'Assemblée nationale. Espérons qu'il n'est pas gardé simplement dans le tiroir et qu'il sera programmé pour être examiné avec intérêt. D'un côté, on a parlé du livre et de l'autre, on va parler maintenant de la journée internationale des écrivains africains célébrée hier 7 novembre. À l'occasion, le doyen de la faculté de lettres de l'Université pédagogique nationale l'a rappelé. On a appelé plutôt à la création d'une maison nationale d'édition. Des sciences humaines de l'Université pédagogique nationale UPN, le professeur Prosper Goubarika saisit l'opportunité de la journée commémorative dédiée aux écrivains africains pour démontrer l'importance et l'implication de l'écriture dans le progrès et le développement de l'humanité. La journée consacrée à l'écrivain africain est une grande journée. Je crois qu'on devrait la commémorer avec faste, étant donné la contribution que les écrivains donnent à la nation par la production des œuvres dont ils sont les auteurs. Donc on devrait, me semble-t-il, encourager d'autre part la lecture. Il faut absolument que les écrivains soient soutenus par l'État, soient soutenus par l'État. Non seulement, je sais que c'est un métier qui ne fait pas vivre son nom, mais on doit les soutenir, par exemple, avec l'érection des maisons d'édition, ce qui nous manque beaucoup ici, une maison d'édition nationale qui pourrait permettre justement à tous ces textes qui meurent dans les tiroirs. Dans un pays émergent comme la RDC, l'État devrait soutenir les écrivains par la réalisation d'une maison d'édition nationale, car la lecture permet l'acquisition du savoir pour tous. L'un des écrivains, Colette Brackman, qui, à l'instar des acteurs politiques, salue la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo sur le M23. La victoire de FRDC n'a pas laissé indifférents certains acteurs politiques et auteurs qui écrivent sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est le cas de le dire avec Colette Brackman, journaliste et spécialiste de la région de Grand Lac, au journal Le Soir. Le vivre ensemble existait avant la guerre, que cette guerre, c'est pas une affaire de Congolais, c'est pas les Congolais qui ont envie de se battre entre eux, et que maintenant que la guerre est finie, le vivre ensemble va redevenir possible. Également pour M. Nasson Koubouya, maire de la ville de Goma, qui savoure encore les délices de cette victoire. Je suis l'homme le plus heureux de la soirée. Vous savez que quand on nous affecte au Nord Kivu, principalement à Goma, c'est comme si on était sacrifiés pour la cause de la nation. Nous avons beaucoup travaillé. Vous me voyez maire de la ville, une autorité politico-administrative, je suis civil, mais je maîtrise déjà des concepts militaires. J'ai fait l'objet des patrouilles mixtes, des patrouilles pédestres. La nuit, comme le jour, nous avons travaillé pour patrouiller, pour sécuriser notre population. Après le M23, le Conseil supérieur de la défense a demandé aux autres forces négatives de déposer les armes, sinon elles seront traquées par force. Et ces derniers reportages où 87 dossiers sinistres ont été payés à l'espace jeudi sinistre hier 7 novembre, à l'espace jeudi sinistre situé dans la commune de Limité. Il s'agit de l'assurance vie, incendie et automobile, Willy Kesha et Nora Olondo Iloa. Pour la paye de ce jeudi 7 novembre, la Direction générale de la SONAS a battu les records en payant 63 dossiers de cas de sinistres en assurance vie, incendie et automobile. D'autres agences, en l'occurrence DGI, Gombe, Bandal et Kitambo, se sont partagés les 24 dossiers sinistres restants pour le même branche d'assurance. Je suis de l'hôpital général. Je suis venu pour les cas d'un de nos patients ici à la SONAS. L'assureur national a payé le solde qui lui doit. Voilà pourquoi ça nous réconforte. Sur ce, nous demandons à ceux qui hésitent pour s'assurer de faire confiance à notre seule société d'assurance. À Kinshasa, tout comme dans l'arrière-pays, l'opération Jeudi sinistre de la semaine en cours s'est déroulée à la grande satisfaction de sinistrés.
Et c'est communiqué de la société des télécommunications Tigo qui présente ses excuses à ses abonnés du Katanga à la suite de perturbations survenues le 6 novembre et qui ont entraîné l'indisponibilité de ces produits et services tels que les appels, les SMS et l'accès à l'Internet. Ces perturbations ont été causées par de travaux d'extension et d'optimisation du réseau, notamment dans les localités de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa, Kipushi, Sakanya, Mokombo, Fungorome, Kakanda et Kambov. Ces travaux ont déjà pris fin et le réseau est de nouveau opérationnel depuis le même mercredi 6 novembre à 17h. Conscient du désagrément que ces perturbations ont occasionné auprès de ses abonnés, Tigo leur offre en compensation et dès ce jeudi 7 novembre 2013, 10 minutes vers tous les réseaux, 10 SMS Tigo à Tigo et 10 mégabytes d'internet. Cette offre spéciale plutôt est valable pour 2 jours, soit du jeudi 7 au samedi 9 novembre 2013 à minuit. Elle est octroyée à tous les abonnés actifs au Katanga dans les 2 dernières semaines et ne requiert aucune action de la part de ses abonnés. Restez connectés au réseau Tigo qui vous offre en permanence le meilleur tarif, la meilleure qualité et de nombreux services à valeur ajoutée. Souriez, vous avez Tigo. Et à propos de la société elle-même, Tigo, RDC et l'opération congolaise du groupe Millen International Cellular, leader de les télécommunications des pays émergents, Tigo, qui dérive de l'expression espagnole « avec toi », permet aux populations de communiquer partout à leur façon. Lancé depuis 2007 en RDC, Tigo a toujours répondu aux besoins de ses clients en offrant les meilleurs tarifs, la meilleure qualité réseau et de nombreux services à valeur ajoutée. À travers ses nombreuses actions sociales, Tigo redonne le sourire à ses abonnés avec son implication dans leur bien-être, soutien au 3e âge, aux orphelinats, assistance aux nouveau-nés, dons d'équipements médicaux et de matériel scolaire, parrainage de programmes de santé, dons aux écoles. En République démocratique du Congo, Tigo s'est inscrit dans une croissance rapide et a favorisé le développement du marché de télécom. En même temps, Tigo a offert du travail de façon directe et indirecte à des milliers de Congolais. Tigo est très proche du quotidien de population congolaise. Tigo est ainsi fier d'apporter un sourire grâce à sa gamme de produits correspondant aux besoins de toutes les couches des populations congolaises, tel qu'exprimé dans son slogan « Souriez, vous avez Tigo ». Pour rappel, vous pouvez contacter le service client au 12 22 ou 089 82 22 22. Par ailleurs, le site internet de Tigo est le www.tigo.cd. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce matin dans la capitale ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvie Mboula. Bonsoir. Sultani Makenga aux arrêts, mission accomplie pour François Mamba à Kampala. Attentat contre Mbadou Dejoua Matadi sont les sujets abordés dans les journaux ce vendredi à Kinshasa. D'abord, Africa News renseigne que Sultani Makenga et ses 1500 hommes aux arrêts. Le porte-parole de l'armée ougandaise a déclaré hier jeudi 7 novembre que Makenga et ses hommes sont désormais détenus à la frontière avec la RDC pendant que les rebelles du M23 eux-mêmes disent s'être rendus à l'armée ougandaise. L'Ouganda, qui le détient, étant signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba, est appelé à le remettre à la justice, si pas congolaise, mais internationale. Le guide renchérit pour sa part que Makenga doit être rapatrié en RDC. Ces quotidiens précisent que nombreuses sources d'informations renseignent qu'ils auraient été surpris dans le parc Maïga la nuit de lundi à mardi par le garde de ces parcs nationaux. Bertrand Bissimois, lui, dément cette information, renseigne la prospérité. De Kampala, où il se trouve, Bertrand Bissimois qualifie cette information de propagande. Néanmoins, le président du M23 reconnaît avoir moins d'informations que le responsable ougandais. Il faut dire que sur terrain, l'heure est à l'anéantissement du dernier bastion du rebelle et ont déclaré la fin de l'aventure. Ils se sont mis dans leur fuite à détruire armes et munitions, mais aussi à brûler des véhicules et maisons. Le phare revient sur les discussions des Kampala. Mission accomplie pour François Mamba. Dans son adresse d'hier, il a reconnu que sur le plan militaire, les résultats obtenus sont certes satisfaisants, mais encore fragiles.
Pour lui, il faut les consolider et éviter d'être trop vite, trop content. Sur le plan diplomatique, le coordonnateur du mécanisme national de suivi a rappelé que depuis le début, le 7 décembre 2012, il était clair que le président de la République avait confié à la délégation des négociateurs de Kampala la mission de ne jamais marchander les attributs de la souveraineté du pays. Géopolis, qui aborde le même sujet, ajoute que François Mamba a voulu marquer l'histoire en lui apportant le sens qui convient, en replaçant dans les contextes d'origine le rôle essentiel et clairvoyant joué par Joseph Kabila, le président de la République. Kampala vient de montrer qu'un pas important de l'histoire politique de la RDC vient d'être franchi. Une barrière a été rompue et une nouvelle perspective s'installe. Les Congolais se donnent désormais le moyen de refuser la prime à la guerre et remettre l'action politique dans sa dimension démocratique. Il faut attendre les documents de la médiation avant de réagir. Le Point Saillon Plus et d'autres journaux rapportent cette information. Le gouverneur Jacques Mbadou échappe de justesse à la mort. Le matin du jeudi 8 novembre, la province du Bas-Congo allait être frappée par un deuil et plongée dans l'angoisse et la violence. Le numéro 1 de cette juridiction a fait l'objet d'une tentative d'assassinat ignoble. Hier jeudi matin, une voiture Toyota Carina de couleur grise immatriculée était surprise en stationnement suspect au parking extérieur du gouvernorat. Lorsque ses occupants se sont aperçus qu'un policier les observait, la voiture se déplacera pour se positionner au parking Sosimex, c'est-à-dire au parking des anciens bureaux de la poste centrale de Matadi, juste en contrebas du cabinet du gouverneur. Se rendant une fois de plus compte qu'ils étaient encore suivis par le même policier, leur voiture contournera le bureau du gouvernorat pour se positionner dans une des rues justant le marché d'Amar. Le policier vigilant fera alors appel à un magistrat du parquet de grande instance, lequel viendra mettre sa voiture à travers de la route pour empêcher la voiture suspecte de prendre le large. Cette dernière ne pouvant plus faire mouvement, 3 de ses occupants prendront la fuite et les 2 restants se feront menotter puis seront conduits au parquet de grande instance de Matadi. À l'issue de la fuite de la voiture et de leur sac de voyage, il y sera découvert un fusil des marques Uzi, du lubrifiant pour canon à fusil, plusieurs cartes d'identité appartenant à un des individus appréhendés, plusieurs cartes SIM, un appareil de communication utilisé au sein de la police nationale. De là, on n'est pas loin de se demander si ces commandos recrutés par un certain Jean-Marie, non autrement identifié pour s'aimer la désolation à Matadi, Boma et Mwanda, n'avaient-ils pas pour but de mettre hors d'état de nuire celui qui empêche à la mafia de s'émouvoir librement dans la campagne agricole 2014. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Ce journal est complètement terminé. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de rester avec nous sur Antenne.